politique, un petit tour du côté de la Corée du Nord. On va essayer de comprendre ce qui se passe depuis que la Corée du Nord a réalisé son 6e essai nucléaire en 11 ans. 6e essai, mais sans doute le plus puissant. En tout cas, c'est ce que vous allez nous expliquer tous les deux. Bonsoir Bruno Ellendorf. Alors justement, je le disais, et Eric David, je le disais, 6e essai nucléaire en 11 ans. Mais le plus puissant, cette fois-ci, est-ce qu'on peut dire que le régime nord-coréen a franchi un nouveau palier, un nouveau stade ? Certainement. En tout cas, le dernier essai nucléaire, on parle bien d'une puissance estimée, d'après les services de renseignement américains, à 140 kilotonnes. Rendez-vous compte, c'est pratiquement 10 fois la puissance de la bombe qui a sauté sur Hiroshima. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la Corée du Nord dispose de l'arme nucléaire. La question est toujours la même. Est-ce qu'en conditions réelles, elle serait capable de la mettre sur un missile et donc d'atteindre une cible distante, plus ou moins distante, qu'elle soit en Corée du Sud, au Japon ou aux États-Unis. Mais on le voit, elle avance à toute vitesse. Elle avance à toute vitesse et on peut la considérer désormais comme une puissance nucléaire ? De facto, c'est une puissance nucléaire. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner ? Alors, d'abord, peut-être pour revenir, avant d'en venir aux questions qui touchent plus au droit international, peut-être revenir d'abord sur les raisons pour lesquelles la Corée du Nord tient tellement à cette arme nucléaire. Parce que ce n'est pas forcément pour attaquer. Généralement, on ne construit pas, tout paradoxal que ça puisse paraître, on ne construit pas une arme nucléaire pour l'utiliser. Au contraire, on la construit pour pouvoir négocier sa non-utilisation. En tout cas, donc là, je parle véritablement de la logique de dissuasion nucléaire que nos grands-parents ont bien connue pendant la guerre froide. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour la Corée du Nord, c'est une logique qui est fondamentale. C'est l'ADN du régime en place aujourd'hui à Pyongyang. Donc ça veut dire qu'il joue sa survie, en fait ? Il joue sa survie, ça c'est certain. On ne peut pas présager de ses intentions exactes, mais ce qui est sûr, c'est que son programme balistique et nucléaire est fondamental à la fois en interne et à la fois à l'international. Car finalement, ce régime n'existe que dans la mesure où il peut négocier sa capacité de nuisance et son programme nucléaire, on le voit, lui apporte véritablement ce levier-là. Alors là, c'est toute une région qui se retrouve sur le qui-vive, toute la région autour de la Corée du Nord, bien sûr, la Corée du Sud, le Japon, mais aussi, bien sûr, on l'a vu, les États-Unis. Qu'est-ce qui est en train de se jouer, Bruno Ellendorf, dans cette région-là aujourd'hui ? Différentes choses. D'une part, il y a toujours ce risque un peu de conflit qui peut déraper ou pas. On ne doit pas avoir peur de l'escalade. On est dedans. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir, dans la région, où va s'arrêter cette escalade. Et certainement, les sorties du président Trump, pour ne pas le nommer, ne contribuent pas à apaiser les choses. La question, c'est, à un niveau plus général, qu'est-ce qui se pose véritablement comme question au niveau de la non-prolifération des matériels et technologies nucléaires, d'une part, et au niveau du régime de non-prolifération, c'est-à-dire des obligations de droit international qui incombent à la majorité de la communauté internationale de ne pas développer d'armes nucléaires. Maintenant que la Corée du Nord l'a, est-ce que d'autres acteurs ne vont pas être tentés de faire comme elle ? Alors ça, effectivement, c'est une question qui se pose et sur laquelle on pourra revenir. Sinon, pour reparler également de cette escalade dont Bruno Ellendorf parlait et qui est très marquée aujourd'hui avec la réponse très musclée des États-Unis, qui semble, en tout cas, ne pas exclure de faire usage de la force. Est-ce que c'est une option qui peut être envisageable, Eric David ? Il n'est envisageable que dans l'hypothèse où la Corée du Nord attaquerait les États-Unis, puisque l'usage de la force en droit international, c'est bien connu, n'est permis qu'en cas de légitime défense. Et même s'il y a une forme de menace, une menace n'est pas une agression, une menace n'est pas une attaque armée. Et par conséquent, il n'y a rien qui pourrait justifier l'usage de la force par les États-Unis, sauf éventuellement alors une autorisation, qui est la deuxième hypothèse où l'emploi de la force serait légal, sauf une autorisation officielle du Conseil de sécurité. Et ça, je serais surpris que le Conseil, avec ses membres permanents, qui sont notamment la Russie et la Chine, acceptent jamais de donner le feu vert à une action armée aux États-Unis. Bruno Ellendorf, est-ce que c'est une menace qu'on peut prendre au sérieux, la menace des États-Unis d'éventuellement frapper militairement ? Ce que les États-Unis ont récemment rappelé, et le secrétaire à la Défense, James Mattis, était bien là pour recadrer les choses, donc c'était de dire « nous ne voulons pas attaquer préventivement ou attaquer tout court la Corée du Nord, attaquer le pays. Ce que nous voulons, c'est assurer ce pays de notre pleine et entière volonté de le dissuader d'utiliser ces missiles. » Donc c'était ça véritablement le message. On est dans de la dissuasion,
comme à l'époque de la guerre froide, les États-Unis sont là en train de, j'ai envie de dire, bander leurs muscles, plus que de préparer le terrain à une intervention armée. D'ailleurs, les forces armées dans la région n'ont pas fondamentalement changé ni leur organisation, ni n'ont préparé de plans d'invasion bien particuliers à l'heure actuelle. Éric David, le Conseil de sécurité s'est réuni au lendemain de l'essai du 3 septembre, du fameux essai du 3 septembre. Qu'est-ce qui pourrait se décider là, au Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport dans le cadre de cette situation ? Je pense qu'il serait imaginable de renforcer les sanctions. Il faut bien se rendre compte que les sanctions que le Conseil de sécurité a prises jusqu'à présent... Il y a déjà longtemps, parce oui, que oui, les bien sûr, de 2006. Absolument. Non seulement le Conseil de sécurité a pris des sanctions au moment où la Corée du Nord est sorti du traité de non-prolifération et puis qu'il a procédé à des essais nucléaires et puis ensuite qu'il a procédé à des essais de missiles balistiques qui sont d'ailleurs interdits l'un et l'autre, aussi bien les essais nucléaires que les essais que les missiles balistiques, que les lancers de missiles balistiques. Et donc, comme la Corée du Nord a l'air de s'en fiche comme du tiers et du quart, donc le Conseil de sécurité a pris des sanctions qui consistent pour l'essentiel à bloquer des avoirs financiers qui se trouveraient hors de la Corée du Nord, à interdire des investissements en Corée du Nord, à interdire bien sûr des ventes d'armes à ce pays. Mais malgré tout, il n'y a pas une sorte de blocus commercial total qui a été imposé à la Corée du Nord. Nous ne sommes pas encore là. Le Conseil de sécurité probablement marche sur des œufs parce qu'il se rend compte que, étant donné que l'essentiel du commerce de la Corée du Nord, d'après ce que je sais, se passe avec la Chine et que la Chine ne semble pas prête à instaurer une sorte de blocus commercial à l'égard de la Corée du Nord. Oui, et d'ailleurs, les sanctions, parce que les sanctions, donc l'interdiction, les sanctions commerciales avec la Corée du Nord étaient néanmoins, même si elles ne sont pas totales, elles étaient néanmoins partielles. Et une grande part de ces sanctions commerciales ont déjà été contournées au cours de ces dernières années, notamment dans le cas des relations entre la Chine et la Corée du Nord. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire exactement quel est le niveau des détournements des sanctions qui ont eu lieu, mais enfin, il est clair que, apparemment, d'après ce que la presse relate, il y a quand même des relations commerciales importantes entre la Corée du Nord et la Chine, qui au fond est en quelque sorte le support vital de la Corée du Nord, et dès lors, ces sanctions, effectivement, n'ont qu'un effet relativement mineur pour l'instant. C'est ça. Mais donc au niveau juridique, en tout cas, ce que vous dites, c'est que le Conseil de sécurité, ce qu'il peut faire, c'est décider de renforcer les sanctions. Absolument, ça c'est quelque chose qu'il peut faire, absolument. Autre acteur majeur dans la région, Bruno Helldorf, on le citait à l'instant, c'est la Chine. Quel est le rôle que la Chine peut jouer ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un acteur clé dans ce conflit ? C'est l'acteur, j'ai envie de dire, presque fondamental. On a souvent tendance à croire que la Chine est finalement le seul acteur qui peut débloquer la crise. Et je pense qu'il faut être nuancé. Parce que ce qu'on constate au travers de toutes ces dernières années, de cette crise qui, comme vous l'avez dit, dure maintenant depuis 11 ans au moins, c'est que c'est plutôt la queue qui agite le chien plutôt que le contraire. C'est plus la Corée du Nord qui impose l'agenda international à la Chine que le contraire. Alors ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des sanctions, c'est un double enjeu. C'est est-ce que la Chine va mettre en œuvre toutes les sanctions qui sont décidées à New York? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est est-ce que la Corée du Nord ne va pas être capable d'utiliser des stratégies de contournement qui, là, sont effectivement très bien documentées par le panel d'experts des Nations Unies. On a vu par des saisies d'armes, des cargaisons d'armes qui allaient à destination de l'Afrique, par exemple, que la Corée du Nord avait véritablement tout un système, là, opaque, de contournement de ces sanctions qui ramène de l'argent et des technologies au régime. Donc là, ce qui se pose, c'est véritablement une question des sanctions. Oui, mais pour quel objectif? Car si ce sont une fin en soi, on voit mal vers quoi ça peut mener, sinon un cul-de-sac. Alors, mais avant d'en venir maintenant aux pistes notamment diplomatiques qui existent pour essayer d'enrayer cette escalade, juste pour revenir sur le rôle de la Chine, quel est le rôle que la Chine peut jouer aujourd'hui dans ce conflit qui concerne essentiellement 3 acteurs, la Corée du Nord et bien sûr la Corée du Sud et le Japon, les États-Unis et la Chine. On a cette espèce de triangulation.
Depuis 3 ans, certainement, la Chine a fait un grand effort vis-à-vis de la communauté internationale pour apparaître comme un acteur responsable. Et donc, elle a participé, plus qu'on ne l'imagine peut-être parfois, à mettre en œuvre effectivement les sanctions. Ce qui est important, c'est que la Chine puisse mettre la pression sur le régime de Pyongyang et donc permettre, d'une manière ou d'une autre, à des négociations qui, à l'heure actuelle, sont encore à un stade hypothétique, il faut être honnête, d'avoir lieu sur une base plus ou moins crédible. Ça, c'est le rôle de la Chine. C'est la dernière à avoir réussi à organiser des pourparlers multilatéraux plus ou moins efficaces, qui étaient les pourparlers à 6 avec la Corée du Nord. Donc, si la Chine n'a pas les clés, finalement, d'une reprise des négociations, on se demande bien qui pourrait les avoir. Ouais. Comment faire alors? Est-ce que c'est notamment sur ce point-là que la communauté internationale, le cas échéant l'Europe, même si elle a un rôle plus anecdotique sur ce dossier-là, est-ce que c'est sur ce point-là, en tout cas, que la communauté internationale peut essayer d'agir? Absolument. L'Europe, en tout cas, a bien réagi, à mon sens, tout en gardant à l'esprit que l'Europe est un acteur périphérique qui n'est pas amené, qui ne sera vraisemblablement pas amené à peser de manière déterminante sur le dossier. Mais l'Europe a pris la bonne résolution, je vais dire, la bonne initiative de se concerter directement avec les acteurs régionaux, au premier chef, donc le Japon, la Corée du Sud. Et ça, c'était un point tout à fait important, que les États-Unis n'ont pas fait. Le président Trump n'a toujours pas nommé d'ambassadeur en Corée du Sud. Donc ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que les Européens ont mis à disposition des acteurs régionaux toutes les ressources dont l'Europe dispose sur base du précédent, donc de l'accord qu'on a conclu avec l'Iran pour une suspension du problème, de son programme nucléaire. J'ajouterais pour terminer que les deux situations sont néanmoins différentes et que pour la Corée du Nord, il va falloir négocier un retour en arrière, donc une renonciation à ses armes nucléaires, plus qu'une suspension. Et donc ça va être beaucoup plus difficile. Oui, Éric David aussi, pour terminer sur ces pistes aujourd'hui qui existent pour tenter d'enrayer l'escalade au niveau diplomatique. On a parlé, donc Bruno Ellendorf parlait du rôle que peut jouer l'Union européenne, la communauté internationale. On a parlé des sanctions. Comment est-ce que ces pistes, je dirais, diplomatiques, ces dialogues peuvent... Écoutez, moi j'ai le sentiment, vous savez, que quand on regarde les chefs d'État, que ce soit le président nord-coréen ou le président des États-Unis, on a un peu l'impression d'avoir affaire à des sales gamins. Vous m'excusez, mais c'est vraiment le sentiment qu'ils donnent. Ils sont occupés à se disputer dans la cour de récréation. On a envie de les envoyer au lit avec une bonne fessée sans dessert. Et on rigolerait bien s'il ne s'agissait pas de bombes nucléaires, de bombes à hydrogène. Voilà, le problème, c'est que ces sales gamins disposent d'armes qui sont quand même redoutables. Et alors, je crois que malgré tout, moi qui étais à un moment de ma vie, je suis toujours père de famille, je me suis dit, au fond, maintenant, voilà, j'ai des enfants, comment est-ce que je dois les traiter? Comment est-ce que je dois les éduquer? Alors, j'ai été très séduit par les méthodes Gordon. Les méthodes Gordon, c'est des négociations ni gagnant ni perdant. Et je crois que fondamentalement, c'est ça. Je pense qu'il faudrait que les États-Unis acceptent de négocier avec ce qui peut sembler quelque chose d'innégociable ou d'innégociable, c'est-à-dire avec le président nord-coréen qui effectivement n'a pas l'air extrêmement doué sur le plan de la négociation, sur le plan de l'intelligence, quant à son entre-gens. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et à mon avis, c'est de la négociation. Il faut négocier, même si éventuellement, ce faisant, c'est d'une certaine manière peut-être entrer dans le jeu de la Corée du Nord. Mais si la paix est à ce prix, je pense que rien ne vaut le prix que la paix peut demander. Très bien, merci à tous les deux pour vos éclairages et on suivra évidemment dans les prochains jours les suites de cette crise.